Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Priou, député Les Républicains de Loire-Atlantique. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je vais droit au but. La première question, c'est l'actualité, évidemment, la crise des migrants. Vous avez pris connaissance de la position de David Samsin, le maire de Saint-Nazaire, prêt à les accueillir. La mairie de La Baule suit également pour accueillir des migrants. Quelle est votre position ? Je crois que la France a toujours une réputation, une histoire de terre d'accueil. L'accueil aussi, ça veut dire l'intégration. L'intégration doit se faire à travers le logement, première des choses, mais également le travail et puis la langue, puisque on dit que avant les événements dramatiques qui amènent aujourd'hui des vagues de migrants venus de l'Orient ou de l'Afrique, que l'intégration à la française, entre guillemets, était en panne avec une montée du communautarisme. Donc ça, il faut pas rater cette intégration par rapport à ça, dans un pays aussi, aujourd'hui, où la crise économique n'est pas terminée, par rapport aux positions de Mme Merkel et de l'Allemagne, qui anticipent sur la baisse démographique de l'Allemagne, et qui n'est pas sur le plein emploi, mais enfin qui a un taux de chômage beaucoup plus réduit que le nôtre. La position de la France n'est pas tout à fait la même. Il faut trouver les bonnes solutions. On voit autrement à Calais, on est au bord d'explosion sociale avec les populations. Donc ça se traite effectivement sans doute réparti sur plusieurs communes. L'État doit être maître d'ouvrage, absolument, parce qu'on ne peut pas laisser après les communes dont les moyens sont différents d'une commune à l'autre se débrouiller, entre guillemets. Et puis se rappeler toujours de l'histoire. On dit, par exemple, qu'on a toujours été une terre d'accueil d'immigration, c'est vrai. On a vu pour le nord de la France, au moment de l'avènement des mines et du charbon, les Polonais. Dans le sud de la France, l'immigration italienne. Mais je rappelle que dans les années 20 et 30, dernièrement, j'avais vu un article. Il y avait eu des heurts entre la population française et italienne qui avait fait 11 morts. Donc, c'est jamais facile si ça n'est pas anticipé. Et là, on voit aussi. Et accepté. Et on voit aussi que là, justement, dans ce domaine comme dans l'autre, on a vraiment besoin d'une politique européenne et que l'Europe est à la traîne sur bien des sujets, et notamment celui-ci. Sachant aussi qu'au-delà de l'immigration qui est due aussi au conflit et des pays qui sont en plein éclatement, ça va de l'Irak à la Syrie, à la Libye, il y a le développement de ces continents. L'Orient, qui était quand même aussi un continent très, très développé, mais aussi l'Afrique, l'enjeu de l'Afrique, avec une démographie également qui va fortement augmenter dans les prochaines décennies. Donc il y a un côté urgence, mais l'idéal, c'est le sens normalement du politique, c'est de gouverner et prévoir à l'avance, alors que là, on subit. Alors justement, sur ce point, vous savez que les Français sont partagés. Que répondez-vous à ceux de vos électeurs qui s'inquiètent, qui se disent peut-être que, évidemment, on ne va pas dire que c'est pas le moment, parce qu'on ne choisit jamais le bon moment pour ces pauvres malheureux qui sont dans la guerre. Mais pour nous, on nous dit qu'il n'y a plus de logement pour nos jeunes, pour nos anciens, il y a la crise économique, il n'y a plus de travail. Et vous entendez des gens dire modestement et sans aucune amertume et sans aucune pointe de racisme à l'égard de ces gens-là, dire simplement on nous a dit ça et on va le retrouver. Que répondez-vous à ces Il y a même des polémiques, je vois sur Paris, avec des associations de droit au logement qui effectivement critiquent Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo, par rapport au fait que pour des sans-abri, notamment en période hivernale, on n'avait pas trouvé de possibilité de logement, et qu'aujourd'hui, celle-ci se trouve notamment pour l'immigration. Regardez, à La Baule, il y a les saisonniers qui ne trouvent pas de logement et des difficultés, puis là, on va trouver des logements pour les migrants. Alors, c'est vrai qu'il y a l'urgence, il y a aussi les conditions, ce qui ne vaut pas raison, mais les conditions aujourd'hui de gens qui sont persécutés dans leur pays. Je pense aussi, après on pourra en parler, mais des chrétiens d'Orient, c'est vrai que avoir fui pour sauver sa vie, sans doute que dans un premier temps, les gens sont pas trop regardants. Mais ça ne dure qu'un temps. Après, les gens ne peuvent pas laisser. Enfin, moi, j'ai connu à Saint-Nazaire, après la reconstruction, pendant des décennies, les gens qui vivaient dans des baraquements en bois, ça n'est pas une solution. On a l'impression que le cycle d'histoire
réapparaît pratiquement dans les années 45 ou 50 avec notamment l'exode des populations après-guerre et le rideau de fer. Et cette période-là avait été gérée par un plan Marshall. Il nous faudrait un plan Marshall sur l'Europe, au niveau de l'Europe, et puis des grandes associations comme la Croix-Rouge, qui avaient également pris le taureau par les cornes. Donc c'est bien de se nourrir des enseignements de l'histoire, parce qu'elle n'est pas si lointaine que ça. Faut-il parfois aller contre la majorité de son électorat sur certaines prises de position, par exemple sur la question des migrants? On sait que la population à La Baule n'est peut-être pas totalement prête à les accepter. Un porte-parole de la mairie de La Baule a publié: il faut aussi faire preuve de courage politique, en sous-entendant que on sait que ça va pas plaire, mais nous, on veut le faire. Déjà, il faut l'expliquer de la chance que l'on peut avoir dans des communes comme La Baule. Moi, je sors là d'une réunion, d'une inauguration avec Yves Météro. C'est que 16 000 habitants, c'est important, mais on peut se voir et se rencontrer assez facilement, soit à travers des entretiens individuels, soit à travers des réunions. Il est vrai que sur plein de sujets, lorsqu'on dégage autour de la salle du Conseil un intérêt général, quelquefois, il peut être minoritaire ponctuellement sur des sujets d'aménagement ou de choix de politique culturelle sportive, et qu'avec le temps, on s'aperçoit qu'on a eu raison entre guillemets par rapport à ça. Là, on est sur un sujet extrêmement sensible aussi, avec aussi, c'est pour ça que l'État doit être maître d'ouvrage, parce que comparaison vaut pas raison, mais on sort pour les communes de budgets extrêmement difficiles. Enfin, on sort pas. Il y a 3 années douloureuses, celles qui s'écoulent, et puis les 2 à venir, avec des fortes traumatismes sur l'imposition, notamment des rythmes scolaires et tout. Donc là, il faut vraiment que le maillon fonctionne avec... je pense aux préfets, sous-préfets, les représentants de l'État, les communes, voire l'intercommunalité, quoi. Et au-delà de l'urgence, il faut s'inscrire dans la durée. C'est toujours dans la durée que c'est le plus dur pour toute politique, quelle qu'elle soit. Alors Christophe Priault, je rappelle que vous êtes député Les Républicains de Loire-Atlantique. S'il y a un sujet que vous connaissez bien, ou si vous suivez bien à l'Assemblée nationale, puisque par définition, on sait que chaque parlementaire ne peut pas être bon en étant généraliste. Chaque parlementaire a des spécialisations. C'est celui de l'agriculture. Vous avez suivi évidemment la colère des agriculteurs, colère en danger de mort pour certaines exploitations. Pour certains, les mesures annoncées par le gouvernement et le plan d'aide annoncé par l'Europe, tout cela vous semble-t-il suffisant ? Alors, ça va aider certaines filières. On en parlait notamment sur les années blanches en ce qui concerne les charges sociales. On ne résout pas le problème, qui n'est pas qu'un problème du président de la République et du ministre, c'est les prix. Aujourd'hui, ce sont les cours. Et c'est vrai que la profession voit toutes ces filières aujourd'hui affectées. C'est le lait, la viande, à travers le porc, à travers le bœuf, à travers la volaille qui n'existe presque plus en France. Et derrière, on redécouvre que l'agriculture, c'est une industrie agroalimentaire. D'ailleurs, ce sont des abattoirs, dont certains ont fermé. On a vu que c'était quelquefois l'abattoir dans l'Ouest, le Morbihan, le seul employeur à 150 km à la ronde. Donc, c'est une profession qui est sinistrée, qui se sent aujourd'hui, effectivement, un petit peu en survie. C'est tout au-delà de l'agriculture, c'est tout le problème du monde rural, dont on voit aussi ce sentiment d'abandon avec le maintien de services publics ou de services libéraux comme les médecins. Ou parfois même une épicerie qui ferme, la dernière épicerie du village. Dans certains villages au centre de la France, et la population, j'ai vu ça, qui se réunissait pour sauver la station-service et qui mettait un peu d'argent. On en est là. On en est là. Alors, l'agriculture, effectivement, c'est d'abord une industrie. C'est une des premières industries de France. Ça sert aussi, bien évidemment, à nourrir les gens. On peut remarquer aussi que pour l'Ouest, on a loupé sans doute une opportunité en ne faisant pas le Grand Ouest, puisqu'ici on a mis Bretagne et Pays de la Loire. On serait la première région agricole française. Donc ça donnerait un impact, car je pense aussi, on est à l'aube des élections régionales, mais que par exemple toutes les aides européennes aujourd'hui transitent par la région, et que la région est la collectivité d'aujourd'hui et de demain. Alors moi j'ai trouvé des responsables syndicaux très, très, très objectifs, mais qui rencontrent aussi dans ce domaine-là, comme dans d'autres, des problèmes avec la base. La base qui aujourd'hui n'écoute pas, parce qu'elle a l'impression que les politiques, qu'elles soient françaises ou européennes, ne mènent à rien sinon dans le mur.
Donc il y a vraiment un grand désarroi, parce que quand on fait le ratio effectivement de cette profession, hein, où vous peinez pour avoir un éventuel dimanche sur 2 ou 8 jours de congé quand il faut trouver des remplaçants, quand on ramène le revenu au nombre d'heures, c'est effectivement extrêmement bas, quoi. Puis après, il y a toutes les normes comptables, il y a les charges, Il y a toutes les déclarations, les normes sanitaires. Le Grenelle sanitaires. de l'environnement est venu beaucoup dans les discussions. Il y a aussi ce qu'on retrouve dans d'autres domaines, l'interprétation, puisque on parlait, Yannick, du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais 80% des lois sont des transcriptions de directives européennes. C'est ce qu'on vous reproche. On semble nous dire que l'interprétation française, la traduction des est toujours la plus rigide. Est une sur-transcription par rapport à d'autres pays. Alors sans doute que là aussi il y a à boire à manger, mais c'est à regarder, parce que on a quand même quelques exemples criants. Et ça revient régulièrement, notamment dans la colère des agriculteurs, mais pas que à ce niveau-là, notamment en ce qui concerne les contraintes et les normes. Mais on a aussi, ça peut être une transition, des choses franco-françaises comme le Code du travail. Et là, l'Europe n'y est pour rien. Ouais, justement, avant de venir sur le Code du travail, Christophe Priault, l'embargo, le bras de fer qui a été lancé avec la Russie n'a pas porté bonheur non plus à nos agriculteurs. Non. Pour eux, ça a même été l'élément déclencheur de la crise, hein, qui était sous-jacente, notamment à travers le lait et la viande, et notamment le porc. C'est vrai que l'embargo russe a pesé, parce que quand vous perdez sur un marché déjà tendu 10 ou 15% de vos exportations, c'est énorme. Donc pour eux, ça a été l'élément déclencheur qui nous amène aussi là, la politique internationale de la France vis-à-vis de la Russie. On va avoir un débat sur les Mistral la semaine prochaine, mais ne pas oublier que la Russie, qui a toujours eu des régimes très, très durs, hein, ça va du régime tsariste au régime communiste, et aujourd'hui au régime de Vladimir Poutine, même s'il y a une démocratie, il ne faut pas oublier non plus que c'est la barrière orientale de l'Europe, et qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas composer avec un pays de 200 millions d'habitants. Hein. Et je pense que là-dessus, certaines positions, en tout cas, ne servent pas la France, et pas que dans le domaine économique. C'est-à-dire certaines positions. La position, les positions dures, c'est ça? Les positions dures à l'égard de Poutine. De Poutine, tout à fait. Donc vous êtes sur une ligne, on va dire, plutôt proche de François Fillon. Oui, même totalement là-dessus, qui est une ligne d'abord faite d'expérience, puisqu'il a eu l'occasion de travailler avec Medvedev ou Poutine. Et qui a été voir Poutine, qui a fait preuve d'un pas mal de courage politique, notamment sur les chrétiens d'Orient, en y allant directement. C'est le seul qui y est allé directement. C'est la Russie, c'est l'Europe, et effectivement, dans les chrétiens d'Orient, qui sont martyrisés en Orient, même s'il nous revient, et j'aurais envie de le dire au président de la République lors de sa conférence de presse, que c'est la fameuse phrase du général de Gaulle qui disait « Je volais avec des idées simples vers l'Orient compliqué ». Et je pense que l'Orient, c'est très compliqué, et que les mesures comme le survol de la Syrie par nos rafales n'apporteront pas sans doute des solutions rapides pour résoudre ce conflit, et surtout mettre à l'abri les populations de cette guerre, non pas que guerre civile, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a une guerre de civilisation aussi. C'est pas une guerre civile, c'est une guerre de civilisation, Christophe Priault. C'est clairement l'État islamique en Syrie et Daesh. Et en Libye par une guerre civile entre les différentes composantes de ces pays qui étaient des peuls aussi, il ne faut pas l'oublier, ou des pays artificiels. Oui, mais on l'a très bien vu. De la France. C'était entre deux camps, celui de l'État islamique et celui des laïcs. Comme l'Irak. L'Irak n'avait pas été un pays créé administrativement par les Anglais, et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui s'est passé avec le Koweït et les frontières artificielles. Du reste, vous savez, Christophe Priault, vous le savez mieux que moi, quand vous regardez une carte du monde, les pays artificiels, vous avez parfois des frontières qui sont des lignes droites, comme ça, si ça avait été tiré avec une règle. Tout à fait, sur un bureau. Bon, vous avez d'autres pays qui existent depuis plus longtemps, mais où à chaque fois, l'Occident s'est cassé les dents, c'est l'Afghanistan. Hein. Oui. C'était les Anglais au temps de l'Empire au 19e siècle. Ce fut après les Soviétiques à la fin du XXe siècle, et c'est aujourd'hui la coalition internationale qui s'est retirée de l'Afghanistan sans régler les vrais problèmes. Pour revenir, on a évoqué François Fillon. Comment expliquez-vous le fait que François Fillon n'arrive pas toujours à décoller dans les sondages, soit toujours le troisième, alors que tout le monde reconnaît aussi que c'est celui qui a le plus d'idées novatrices? Il y a un paradoxe. C'est celui qui en dit le moins
qui en fait le moins, qui est le plus prudent, qui est en tête, on va dire que c'est tout souvent comme ça, et celui qui étale le plus, qui baisse. Alors c'est vrai que François Fillon a fait un travail de fond. C'est aujourd'hui le plus en avance sur les propositions. Je crois qu'il est marqué dans la foulée de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 par l'élection au couteau avec Jean-François Copé, qui s'est joué à quelques dizaines de voix. Donc c'était un duel qui a laissé beaucoup de traces. Et il a été marqué aussi, je pense que c'était une erreur, en critiquant le bilan auquel il a participé 5 ans en tant que Premier ministre. C'est un petit peu comme dans une commune, quand vous faites équipe pendant un mandat, je veux dire comme les doigts de la main, avec le premier adjoint et le maire. Je pense qu'il y a un temps pour faire l'autocritique et le bilan, et je crois que là, il a été à contretemps, en tout cas, notamment pour une partie de l'électorat, ça a été mal compris, puisqu'on peut vous dire à un moment donné, si ça n'était pas bien, il fallait démissionner, ce qui n'a pas été le cas. On a même soutenu, nous, en 2010-2011, quand on avait parlé de l'hypothèse de Jean-Louis Borloo comme Premier ministre, la majorité des parlementaires ont soutenu François Fillon. Donc ces deux éléments-là, de 2012-2013, aujourd'hui, François Fillon les traîne comme un boulet. On espère qu'il va pouvoir l'enlever parce qu'il doit participer pleinement et à la primaire et à la vie politique française. En tout cas, moi, pour la primaire de 2017, pour le premier tour, je le soutiens parce qu'il y a vraiment un travail de fond qui est fait et aussi des prises de parole courageuses, puisque si jamais les électeurs, on souhaite, vont participer, je pense très largement à la primaire, mais que nous pouvions redevenir majoritaire, on a le sentiment que c'est vraiment le dernier train. Tout le monde nous dit, mais c'est bien ce que vous dites là, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir depuis 10 ans? Et là, François Fillon fait partie des gens qui étaient gaulliste social, beaucoup pour la participation, le référendum. Il a changé, il est plus libéral aujourd'hui. Il est moins étatiste. Il rejoint aussi beaucoup de députés qui soutiendront différents candidats. Ça va de Bruno Le Maire à Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, en disant si jamais le président de la République était élu de notre sensibilité début mai, avec une majorité dans la foulée, il faut venir à ce qui a été fait en 58 d'ailleurs. En 58, on retient toujours le retour du général de Gaulle à travers la guerre d'Algérie. Ce qui était vrai, mais il y avait une crise économique, le front a été dévalué régulièrement. Le général de Gaulle a demandé les pleins pouvoirs à l'Assemblée et dans les premières semaines a pris 9 ordonnances. Et je crois qu'il faudra réformer par ordonnance parce qu'on voit bien que les limites aujourd'hui des longs débats comme sur la loi Macron, où en fin de compte il peut y avoir des idées, de très bonnes idées, mais qui ne se mettront pas en application puisqu'on est déjà dans la pré-présidentielle de 2017. Oui, d'ailleurs, Macron, pour l'instant, ce qu'il en ressort, c'est les premiers autocars qui commencent à circuler entre les villes de France. Voilà, mais on peut dire que ça fonctionne et que ceux qui ont critiqué disent qu'effectivement, ça, pour l'instant, c'est un bon départ de quelque chose qui a été un peu galvaudé par moi le premier. Écoutez, c'est très bien parce que c'est du transversal. On n'est plus obligé de passer par Paris, qui est le truc obligatoire pour relier des villes de province. Et il faut penser aux jeunes, il faut penser aux personnes âgées qui n'ont pas de voiture, au coût du transport. Donc, c'est une bonne irrigation du territoire. J'aimerais terminer, Christophe Prieur, avec un sujet d'actualité, le Code du travail. On l'a évoqué évidemment même pour les agriculteurs, mais voilà, pour tous les entrepreneurs. Vous le savez, depuis des années, vous êtes élu, vous êtes député, c'est pas votre premier mandat. Cette conversation, on aurait pu l'avoir il y a 15 ans. Et pourtant, rien n'a changé. Non, sinon qu'il s'est alourdi par rapport à ça. Non, je crois que depuis longtemps, Manuel Valls, notamment candidat à 5% à la primaire socialiste avant la dernière élection présidentielle, avait fait ce constat-là, comme il l'avait fait pour les 35 heures. Alors on sent qu'en termes d'annonce, le diagnostic est posé. Quant au remède, ça sera sans doute du remède assez homéopathique, puisque déjà a été fixé un certain nombre de règles. On ne revient pas sur les 35 heures, donc la durée de travail. On ne revient pas sur le travail le dimanche. Donc je pense que ça va être dépoussiéré, mais ça ne sera pas le grand soir qu'attendent les entreprises, puisque au-delà de l'optimisme du président de la République, on avait presque une formule de venue de Paris pour dire que les planètes étaient alignées pour une reprise économique. C'est vrai que jamais il y a eu autant d'indices au vert, comme le prix du pétrole,
les taux d'intérêt qui restent bas, la parité euro-dollar. Et moi, j'étais hier dans des PME, PMI, ça redécolle pas. Et c'est pas une histoire de politique de droite ou de gauche. Les entreprises ont peu de fonds de roulement pour investir et n'ont pas de plan de charge, donc ne peuvent pas embaucher, si ce n'est sur des très courts CDD, au-delà du fait, avec la carence de l'apprentissage, de ne pas toujours fournir certains postes. C'est pour ça aussi que l'immigration pourra peut-être permettre de fournir 300 ou 500 000 postes qu'on dit aujourd'hui vacants dans certains pans de notre économie. Donc il n'y a pas de reprise économique, alors qu'on devrait, avec ce qu'on a évoqué, les bons... Là, vous allez faire sursauter les gens qui nous écoutent. Vous ne pouvez pas dire que l'immigration va fournir 500 000 postes vacants, alors que les gens vous disent qu'on est au chômage et on ne trouve pas. On sait qu'on a on a du mal à... Alors qu'il faut être prudent en matière sémantique quand on aborde ça vis-à-vis des Français. Il y a aujourd'hui effectivement des postes qui n'attirent pas, qui ne sont pas pourvus. Hein, oui, ça c'est autre chose. Voilà, donc il faut aussi l'évoquer. Ça peut être aussi une solution. Mais en tout cas, l'économie, pourtant nous sommes dans une région qui n'est pas la plus à plaindre. Hein, quand je vois mes collègues de Champagne-Ardenne ou du nord de la France, qui devraient être plus florissantes que ça, même si on revient des fondamentaux. Mais vous croisez toujours le boulanger qui cherche, le restaurateur qui cherche. Même si on a redécouvert, parce que la saison touristique sera vraiment un bon cru, que la première économie française, c'est le tourisme, avec sans doute 85 millions de visiteurs, mais donc qui n'a pas eu une politique, un traitement politique forcément à la hauteur de ce que ça représente, puisque ce sont des petites PME, PMI, mais 15, 20, 30 personnes, c'est extrêmement important. Les régionales, on va terminer là-dessus. Christophe Priault, vous tirez la liste des régionales sur la Loire-Atlantique. C'est Laurence Garnier qui est tête de liste, hein, et c'était très bien que nous ayons sur les 5 départements de tête de liste. Laurence Garnier, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était candidate à Nantes. Oui, elle était candidate au municipal. Les régionales, nous sommes challengers, hein, parce que c'est vrai que les sociologies ont évolué. La gauche a gagné en 2004 et s'est vue confortée en 2010. Cette élection ne sera pas facile, comme beaucoup d'élections. En plus, avec le suffrage, le type de scrutin, le président de la République est quelqu'un de très habile, puisque à 6 mois d'intervalle, ou en une année, on n'a pas le même scrutin municipal, départemental que régional. Pour se maintenir au deuxième tour au municipal ou au départemental, il fallait 10% des inscrits, et là, il faudra 10% des votants. Donc, ce qui fait que dans toute la région de France, par exemple, nous aurons une triangulaire entre la droite et le centre, qui fait alliance partout d'ailleurs, hein, dans toutes les régions. La gauche, rassemblée sans doute au deuxième tour, et puis le Front National, donc, ce qui donne effectivement des régionales très, très indécises, et en Pays de la Loire également. Oui, parce que le Front National a fait d'assez bons scores, hein, dans la Sarthe. Dans le milieu rural, sur le milieu littoral, dans certains milieux urbains, on peut penser à Trignac, mais par contre, je suis persuadé que nous avons de loin la meilleure tête de liste possible, en la personne de Bruno Retailleau, qui est une véritable locomotive. Il l'a prouvé dans la suite de Philippe de Villiers au département de Vendée, et je crois que c'est vraiment un Ligérien, un homme qui pourra faire évoluer la région, parce que demain, effectivement, il faudra revenir, si jamais nous étions majoritaires, sur cette fameuse loi NOTRe, la nouvelle organisation de la République. Nous aurions dû supprimer certains échelons, ça n'a pas été fait. On avait trouvé une bonne solution du temps de Nicolas Sarkozy. Qui est même critiqué par Jacques Oxiette. Oui, d'ailleurs, même par Jean-Jacques Urvoas, le très puissant président de la commission, qui est élu de Quimper de la commission des lois, qui avait dit dans un article à Ouest France, en résumé, la loi NOTRe, c'est amertume et déception. Donc, dont acte. Eh bien, merci encore Christophe Priault. Je vous souhaite une très bonne campagne pour les régionales. Et je rappelle que vous êtes député Les Républicains de Loire-Atlantique. Merci à vous, et candidat donc pour les régionales aussi. Merci, Monsieur Priault.